À mon tour, je vous emmène visiter les sites des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 pour découvrir ce qui se cache sous les pieds des athlètes. Et pour ça, je suis accompagné de 3 chercheurs du BRGM. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes tous les 3 géologues et je vais vous présenter. Donc tout d'abord, à ma gauche, il y a Blandine Gourcerol. Bonjour. À côté de vous, il y a Anne-Sophie Serran. Et ensuite, on a le plaisir d'avoir Nicolas Charles à l'extrême gauche. Alors, on va tout de suite partir un peu loin de l'Hexagone, puisqu'on va aller dans l'océan Pacifique Sud, à Tahiti, en Polynésie française, et plus exactement dans le village de Teahupo'o, puisque là-bas va se dérouler un événement sportif. Blandine, que va-t-il se passer en Polynésie française? Alors effectivement, l'ensemble des épreuves de surf va avoir lieu à Teahupo'o, qui est un site assez particulier. Et alors, quelle est la particularité du site? Pourquoi on y va? Alors, il faut savoir qu'à Teahupo'o, on va avoir des vagues de type reef break, qui vont être des vagues assez régulières, très puissantes, et de type tube, qui vont permettre d'avoir une compétition qui soit égale entre tous les participants. Donc c'est des vagues hors normes hein, et vraiment propices à la pratique du surf. Alors il faut savoir que dans le monde du surf, justement, ces vagues sont très connues. Hein. Elles sont surtout connues depuis que Laird Hamilton, un surfeur américain, a réussi à dompter une vague de plus de 12 mètres de haut. Donc bon, j'aurais pas aimé être à sa place. Hein. On salue l'exploit. Alors, comment expliquer qu'on ait des vagues aussi impressionnantes à cet endroit-là? Alors, cette spécificité est due aux paramètres de l'île de Tahiti, où se trouve Teahupo'o. En fait, il faut comprendre comment se forme un archipel. Donc, Tahiti fait partie d'un archipel de la Société qui comprend un chapelet d'îles volcaniques, dont fait partie Tahiti, qui est également un volcan éteint. Pour former ces chapelets d'îles, il faut un point chaud. Alors, un point chaud, c'est une remontée de magma qui va craquer la croûte terrestre. Alors, ça veut dire que le point chaud, il est sous l'eau. Au niveau du manteau, exactement. Et vraiment à l'intérieur, dans la croûte terrestre. Hein. Exactement. Il va faire une percée sur la croûte océanique, et puis il va y avoir génération d'un volcan. Lorsque la plaque océanique va s'éloigner progressivement de la dorsale, on va progressivement éloigner le volcan du point chaud qui lui est fixe et va continuer à émettre du magma. C'est un peu comme si on avait une feuille de papier et qu'on faisait des petits trous et on déplaçait la feuille de papier systématiquement et comme ça on se retrouve avec plein de petits trous, c'est ça? C'est exactement ça. Donc en fait on va créer des volcans successifs qui vont s'éteindre progressivement et lorsque l'on va éteindre ces volcans, la plaque va s'enfoncer progressivement parce que les volcans vont refroidir, la densité va augmenter et on va avoir une sorte de subsidence de ces volcans, puis une érosion qui sera associée. Donc ça, c'est le cycle de vie d'un atoll, on va appeler ça comme ça. On va avoir une île volcanique qui va se former. On va avoir sur le pourtour de cette île, on va avoir la formation de récifs. Ça va former une sorte de couronne autour, c'est ça? Directement sur la paroi du volcan. On va profiter de la peu de profondeur d'eau et beaucoup de lumière pour générer, effectivement, pour avoir de la vie qui va se développer. Et puis, au fur et à mesure de la vie de cette île, on va avoir une érosion et on continue à subsider légèrement l'île. Et là, on va avoir génération d'un lagon entre le récif corallien, le lagon et l'île. C'est ce qui est le cas de Tahiti, par exemple. Alors, si on va encore plus loin dans l'existence d'un atoll, l'île finit par disparaître, elle va être submergée totalement. On continue à avoir ce lagon et ce récif barrière. Et puis, lorsque la plongée de la plaque océanique est trop importante par rapport à la croissance verticale du récif, on commence à avoir disparition de l'atoll. Autrement dit, finalement, le volcan qui était là au départ va complètement disparaître et il ne va plus nous rester que ce récif et autour. Le récif va mourir à un moment donné. Très bien. Ça, c'est à quelle échelle? Ça veut dire que peut-être dans quelques années, on ne pourra plus faire de surf? Non, c'est à échelle de quelques millions d'années. On a le temps. Ok, bon, vous nous rassurez. On pourra bien assister à la compétition pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors, comment on explique quand même la formation de cette vague? On a bien compris donc que là, il y avait un récif qui s'était formé, mais pourquoi on a une vague maintenant? Alors, le cas de Tahiti, on est sur un lagon, on a une île, le lagon et la barrière, le récif barrière. Et en fait, lorsque la vague va arriver, elle va monter en puissance parce qu'elle va être frappée contre le récif. Elle va monter en haut,
si on veut. Ouais. Et en fait, l'eau du lagon va être attirée par la puissance de la vague. Ça fait une sorte d'aspiration un peu. Totalement. Et en fait, on va avoir les deux forces qui vont s'aligner et on va avoir formation de tubes. Et c'est pour ça que voilà, on obtient des vagues aussi impressionnantes. Alors, ce récif, c'est quand même un mix entre l'animal et le végétal, c'est ça? Alors tout à fait. Et le minéral? En fait, le récif a besoin de la paroi rocheuse pour se développer et on a des interactions très importantes. Ça sert d'habitat pour un certain nombre d'animaux, de poissons et c'est un endroit extrêmement qui représente un écosystème très important pour la planète. Alors, vous disiez donc ça sert d'habitat pour la biologie, pour les animaux, mais ça a aussi un intérêt pour les populations qui vivent sur les îles. Quel est cet intérêt? Alors, le récif barrière, comme son nom le présente, il a vocation à faire une barrière pour cette île et à préserver le rivage des tempêtes, des vagues et de préserver le lagon avec son écosystème ou encore les mangroves qu'on peut retrouver un peu plus dans les terres et à préserver, à éviter en tout cas de perturber l'écosystème directement sur place. Alors c'est marrant parce que finalement, on comprend bien que du coup le récif forme des vagues, mais il a aussi un rôle, c'est de les atténuer. Exactement. C'est amusant. Je me tourne vers vous, Nicolas. Est-ce que ici, plus proche, dans l'Hexagone, on n'a pas de récif? Alors comment on peut se protéger comme ça? Comment on peut protéger nos côtes? Alors effectivement, c'est un enjeu majeur à l'heure actuelle, à l'époque du réchauffement climatique, puisqu'on sait qu'il y a une élévation du niveau marin de quelques millimètres chaque année. Et donc du coup, en fait, je peux citer l'exemple sur la côte méditerranéenne, à Sète, où on a des lits d'eau, c'est-à-dire des fines bandes côtières de sable. Par exemple, il y a eu des expérimentations faites sur le fond de la mer. On a posé des énormes boudins pour justement essayer de briser la houle, pour que justement ça diminue l'activité érosive sur la côte. Donc il y a des recherches là-dessus pour minimiser justement cette érosion littorale. Très bien. Alors, puisqu'on est revenu dans l'Hexagone, on va se diriger sur un autre site des futurs Jeux Olympiques et Paralympiques, un lieu mythique qui accueillera les épreuves d'équitation, de para-équitation et de pentathlon. C'est Versailles. Et alors, ce lieu, il faut savoir qu'il a un relief particulier. Anne-Sophie, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça ressemble? Donc en fait, le site de Versailles est tout en forme de gouttière. Donc on est dans un pli sous en forme de gouttière. Alors vous le disiez, dans le jargon on appelle ça un pli synclinal, c'est ça? Un pli synclinal, tout à fait. On a un schéma, on va le montrer et vous allez nous expliquer ce qu'on voit à l'écran. Donc là on voit le pli synclinal. Donc qu'est-ce qu'on voit? À quoi correspondent les différentes couleurs, les structures, etc. Donc les différentes couleurs vont représenter les différentes couches, les différentes formations géologiques qui ont été plissées dans une forme, comme vous voyez ici, une forme de gouttière. Et en fait, c'est un épisode qui a commencé il y a environ 50 à 40 millions d'années, au moment, quelque chose qui peut sembler assez paradoxal, plus assez éloigné, mais c'est au moment de la formation des Pyrénées. Donc il y a à peu près 40 millions d'années, il faut imaginer qu'on avait l'Ibérie, donc l'actuelle Espagne et Portugal, qui était à peu près au niveau de la Bretagne, qui s'est mis à tourner et ensuite est venu pousser, si vous voulez, le bas de l'Hexagone, ce qui a produit la création d'une chaîne de montagnes, les Pyrénées. On va y revenir, mais moi je voudrais comprendre déjà à quelle échelle on a ce pli. Est-ce que c'est simplement à l'échelle des jardins de Versailles? Est-ce que c'est à l'échelle de toute la ville? C'est grand comment? Alors, vous pouvez regarder ici, on a un extrait de la carte géologique de Paris, et en fait, on est sur quelque chose de l'échelle de plusieurs kilomètres. Ah oui, donc c'est quelque chose qui s'étend sur des grandes distances. Tout à fait. Alors, vous le disiez, donc ça, il y a un lien avec les Pyrénées. Oui. Donc au moment en fait, où on a eu la création des Pyrénées, il y a eu un retentissement en fait, sous forme de plissement à très longue distance par rapport aux Pyrénées. Donc on a même des effets de cette collision pyrénéenne jusque en Normandie. Et donc ici également au niveau du bassin parisien. Finalement, je reprends un peu un exemple avec ma feuille de papier. C'est un peu comme si on faisait une collision entre deux feuilles de papier et qu'on avait des plis qui apparaissaient à l'autre extrémité. Exactement. Si vous voulez, on peut le faire. Voilà. Je ne voudrais pas que vous abîmiez votre carte quand même. C'est exactement le même principe. D'accord. Et alors l'étude du relief, ça porte un nom dans les géosciences, c'est quoi? On appelle ça la géomorphologie.
Très bien. Donc ça constitue à décrire en fait le paysage en termes de plis, en termes de différents reliefs, dont un type de relief dont va parler Nicolas juste après, qu'on appelle les buttes témoins, et qui en fait nous donne des indices pour comprendre l'histoire géologique du secteur. Très bien. Vous-même, vous travaillez sur ça, sur les études du relief régulièrement ou... Ah oui, ça peut faire partie du genre d'études qui sont menées, tout à fait, oui. Très bien. Le travail d'un géologue. Alors, on va passer à un troisième site. Ce sont les buttes Montmartre. Donc, on reste dans la région parisienne. Et là, va se dérouler le parcours du cyclisme, Nicolas, c'est ça ? Exactement, ça fera partie d'un des cols classés pour l'épreuve cycliste. Alors, pour rappel, la butte Montmartre, c'est le point culminant de la capitale, de Paris, 130 mètres. Par rapport au niveau de la mer, et globalement la hauteur par rapport on va dire au plus bas point de Paris, c'est 60 à 70 mètres de hauteur, donc ça fait un petit dénivelé à grimper. Et comme le disait Anne-Sophie, en fait c'est une structure du relief assez particulière, donc c'est encore un élément de géomorphologie, on appelle ça. C'est typiquement une structure qu'on appelle une butte témoin. Alors butte, tout le monde comprend, on a un relief, et témoin en fait parce qu'elle est isolée et elle témoigne des terrains qui étaient environnants mais qui aujourd'hui n'existent plus, ont été érodés. Et cette érosion, en fait, elle s'est faite de façon assez récente, en fait, il y a quelques millions d'années. Oui. Et tout est relatif quand même, hein, récent. Voilà, alors c'est vrai que je me mets dans ma tête de géologue, c'est vrai qu'on est dans le temps long. On ne fonctionne pas sur les mêmes échelles de temps. Exactement. Donc la particularité de la butte Montmartre, c'est typiquement, bon, tout le monde connaît la chapelle du Sacré-Cœur. Il faut savoir que la chapelle du Sacré-Cœur repose... La basilique pardon, du Sacré-Cœur. Et qui repose sur des fondations à 40 mètres de profondeur. Alors pourquoi ? Parce que ça vient de la nature du sous-sol de cette butte-là. Il se trouve qu'au sommet de la butte, en fait, on a ce qu'on appelle les sables de Fontainebleau, donc on peut retrouver en hauteur. Donc là, il y a un échantillon ici. Voilà. Et d'ailleurs, les sables de Fontainebleau, Anne-Sophie, par exemple, pour le site de Versailles, c'est typiquement le terrain d'équitation olympique, ça. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute la région parisienne, finalement. Exactement, c'est ce qui est exploité autour de Fontainebleau, pour notamment sa qualité très pure en termes de silice, donc notamment pour fabriquer du verre, typiquement. Très bien. Et alors, la meilleure connaissance de la butte Montmartre a permis de construire la basilique du Sacré-Cœur. Exactement, pour mieux la soutenir, c'est mieux quand même de connaître davantage ce qui se passe en profondeur, et notamment... Il y a dû y avoir une adaptation particulière, c'est ça ? Et oui, il faut avoir des piliers assez puissants pour pouvoir être sûr de la stabilité de l'édifice, et au-delà de ça, en plus, la particularité de la butte Montmartre, c'est que c'était une zone de carrière, c'est-à-dire qu'on exploite le sous-sol, on l'exploitait notamment beaucoup au 19e siècle, et qu'est-ce qu'on y exploitait ? On exploitait ce type de roche ici. C'est quoi ça ? Donc ça c'est un minéral, pour être plus précis, c'est du gypse. Et le gypse sert à la fabrication du plâtre. D'ailleurs, dans, on va dire, la littérature scientifique ou anglo-saxonne, on parle souvent du plâtre de Paris, parce que historiquement, effectivement, le plâtre était exploité un peu partout dans la région parisienne. Très bien. Actuellement, il est encore exploité, c'est ça. Vers Roissy, notamment. Très bien. C'est une source très connue, de gypse. On en trouve ailleurs en France ou pas ? Oui, bien sûr, dans le sud de la France également. Et on a d'autres gisements ailleurs, mais globalement, c'est largement encore exploité en région parisienne. Alors, je reviens à cette fameuse butte Montmartre. Donc, on parlait de butte témoin. C'est un vestige, mais qu'est-ce qu'on retrouve après sous le sol parisien ? On retrouve aussi du gypse comme ça ? Oui, le gypse, on le retrouve à l'échelle de toute la région parisienne. Hein. Donc, il va... Sur la butte Montmartre, malheureusement, on a perdu, à cause de l'urbanisation, l'accès direct aux affleurements. Mais on peut le retrouver dans la région que je vous évoquais tout à l'heure, vers Roissy ou encore Orly. Sous Orly, on a aussi le gypse. Parce qu'il faut voir une continuité. Donc là, on a la carte ici. Il y a une coupe qu'on appelle géologique. C'est comme si on prenait un gâteau et on coupait à la machette directement. Et on peut voir les différentes strates qui se dégagent. Et on voit la continuité, effectivement, de cette couche de gypse. Alors, d'où provient ce gypse ? Comment expliquer qu'aujourd'hui, on ait autant de gypse en région parisienne ? Alors, ce gypse, en fait, il date d'il y a, on va dire, environ 35 millions d'années, à une période, en fait, où... Assez récent pour vous, 35 millions d'années. C'est assez récent, effectivement. À l'échelle géologique. À l'échelle géologique, puisque la Terre ayant 4,5 milliards d'années, finalement, c'est très jeune. Hein. Okay. Et donc, environ 35 millions d'années, il faut savoir qu'à cette époque-là, en fait, le paysage est bien différent d'aujourd'hui. On a une mer très peu profonde, et qui, en fait, cette tranche d'eau très peu profonde fait qu'on a beaucoup d'évaporation. Et un peu comme dans un marais salant, si vous voulez, on va précipiter le minéral qu'est le gypse et qui aujourd'hui on exploite finalement.
Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus précisément la roche que vous avez devant vous et ce qu'on trouve à l'intérieur alors? Donc ici, finalement, on voit des petites formes très particulières. C'est des cristaux de gypse. On appelle ça d'ailleurs en pied d'alouette, parce que ça rappelle typiquement la forme d'un pied de l'oiseau, en fait. Voilà. Et également, il y a plusieurs types. Hein, et c'est typiquement ça qu'on exploite dans les grandes carrières parisiennes, que ça soit à ciel ouvert, on dit, ou alors en souterrain. Il y a de véritables cathédrales, on avait eu la chance avec Anne-Sophie d'y aller rendre visite, où on a carrément des arcs qui font une douzaine de mètres de haut en profondeur. Très bien. Là aussi, Blandine, vous avez ramené, on n'a pas parlé des autres roches que vous aviez devant vous. Est-ce que vous pouvez me les décrire? Qu'est-ce qu'on vous avez là? Alors, ce sont des roches volcaniques. Donc là, on a ramené des laves. Donc là, c'est une lave du Vésuve. Et pourquoi elles ont deux couleurs différentes comme ça? Alors ça, c'est leur composition. Okay. Elles sont un peu variantes. Celle-ci a peut-être un peu plus de magnésium que celle-ci, probablement, qui a plus de fer, par exemple. D'accord. Et celle-ci aussi devant, c'est une roche... Et celle-ci, c'est une bombe volcanique. Donc on est sur Une bombe volcanique, c'est-à-dire on est sur un type de volcan strombolien qui va émettre des éjectats qui vont cristalliser au vol. Très bien. Comment Elle est désamorcée, aucun risque. Ah, merci, vous nous rassurez. Alors, parlez-nous un peu plus de votre travail au quotidien au BRGM. Sur quels aspects vous travaillez? Je crois que c'est davantage sur les métaux, Blandine. Hein. Oui, moi, pour ma part, ce sera davantage sur les métaux et les métaux critiques, notamment le lithium, comme on avait pu faire une vidéo précédemment. Très bien. Et à quoi vous vous intéressez plus spécifiquement sur cet aspect-là? En fait, on va essayer de savoir où se trouvent les métaux qui sont nécessaires à notre société et pouvoir avoir un regard critique par rapport à leur exploitation potentielle ou par rapport à un critère d'exploitabilité. Très bien. On aura l'occasion tout à l'heure de parler des matériaux et justement des métaux dans le sport. Anne-Sophie, je me tourne vers vous. Vous, sur quels aspects vous travaillez plus précisément au BRGM? Oui, alors au BRGM, en fait, on va pouvoir mener soit des études pour des industriels, par exemple, qui vont avoir des problématiques très concrètes d'approvisionnement en certains métaux ou certains minéraux, parce que les métaux et les minéraux, on en trouve absolument partout. Je vous mets au défi d'ailleurs de trouver quelque chose dans cette salle qui n'a pas une petite once de minéral dans sa composition. Donc il y a ce côté appui aux industriels et puis on a aussi un gros volet d'appui aux politiques publiques, donc où on aide les ministères ou alors les services déconcentrés de l'État à se questionner sur ces questions d'approvisionnement responsable en matières premières minérales. Justement, j'allais dire, Nicolas, le BRGM joue un rôle clé pour répondre aux enjeux climatiques. Alors effectivement, via tout un tas de disciplines, hein, là on a ce document qui est un document de référence pour nous les géologues, qui s'appelle la carte géologique. Donc ça fait partie également de notre travail. C'est l'établissement de référence pour la carte géologique en France. Et c'est une base de connaissances pour tout un tas d'autres éléments, notamment la gestion des risques au niveau du territoire. On en a beaucoup entendu parler aussi cet été avec la sécheresse, c'est-à-dire la gestion de l'eau. Il faut savoir qu'en France, plus des 2/3 de l'eau que l'on consomme, quand on ouvre le robinet, vient du sous-sol. Donc on a besoin de géologues spécialistes de l'eau, on appelle ça des hydrogéologues. Ils ont été largement sollicités cette année. Et ils se basent notamment, entre autres, sur la connaissance qu'on peut avoir du sous-sol, via notamment ce document de référence. Et donc tout ça, forcément, c'est en lien avec le réchauffement climatique. Et l'autre chose aussi, vous l'avez évoqué, c'est le temps long. Le réchauffement climatique qu'on vit à l'heure actuelle, ce n'est pas le premier, ça ne sera pas le dernier. La planète en a vécu tout au long de son histoire. Et mieux comprendre l'évolution des climats de par le passé, c'est aussi mieux comprendre comment on peut atténuer, comment on peut réussir à s'adapter mieux à l'avenir, à celui en cours.